Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout pis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Ali Chiasson, directeur général de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il nous parle de son parcours de vie, son travail à la SANB, mais surtout du rôle de la SANB, son conseil d'administration et le genre de questions qu'on devrait se poser en tant que société. N'oubliez pas de vous inscrire comme membre de la SANB avant le 15 mai au www.sanb.ca/inscription pour participer au vote de la présidence du 24 mai au 5 juin et l'Assemblée générale annuelle du 15 juin à Miramichi. Ali Chiasson, bienvenue en Bourgeois le Vert. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je te disais jusqu'avant qu'on commence, j'étais assis au débat de la SANB puis je me disais que en tant que directeur général, surtout avec les années d'expérience que tu as, il n'y a pas beaucoup de monde qui, je dirais, qui est beaucoup mieux placé que toi pour parler de l'organisation en elle-même, mais aussi des candidats, étant donné que tu as déjà travaillé un peu partout, un peu avec les trois. Oui, c'est certain que j'espère une contribution à faire. Au revoir. Mais c'est ça, avant qu'on commence de parler de la SANB elle-même, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu aimerais faire un petit résumé de ta carrière politique, si on veut, ou quand est-ce que ça a commencé à t'intéresser, et puis le parcours que tu as suivi pour te rendre à la direction générale de la SANB. D'abord, j'étais né à un très jeune âge. Ça, on peut commencer ça. Je suis originaire de Cap-Saint-Georges, dans la péninsule par rapport à Terre-Neuve. Donc, je pense pas que c'est un début où on peut remarquer un rapport cause à effet d'un jeune de Terre-Neuve qui pourrait aspirer à être directeur général de la SANB. Mais bon, j'ai commencé une application dans la question du défense du français est très très jeune, l'âge de 15 ans, qui m'a emmené dans des organismes, surtout des organismes jeunesse. J'ai été à l'Université de Moncton. J'ai devenu membre de la SANB en 89, lors de mon arrivée à Moncton. Donc, j'ai pas tellement exercé mon droit de membre pendant plusieurs années, mais j'étais membre quand même. Donc, j'ai retourné après l'université à Terre-Neuve, où j'ai passé les premières années à être directeur général d'un organisme communautaire des jeunes, donc l'équivalent à l'EGFNB, mais à Terre-Neuve. Et après 3-4 ans, on m'a nommé à la FFTNL, donc comme directeur général. Donc, enfin, FFTNL, c'est l'équivalent de la SANB. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en 2005, j'ai retourné dans le monde de la politique active. Et j'ai travaillé dans l'administration du gouvernement Harper. Et après, je suis retourné à Terre-Neuve, où j'étais très impliqué. D'abord comme consultant, j'ai fait pas mal de consultants, un peu de consulting pendant ma carrière. Hein. Mais je suis tombé dans le monde, surtout du pétrole. Donc j'étais très impliqué dans l'industrie du pétrole à niveau de commercialisation, mais surtout au niveau d'exploration. J'ai travaillé pour 2-3 grands groupes. On a fait de l'exploration sur terre ferme à Terre-Neuve, au Labrador, et très impliqué également un peu partout, là, en Afrique ailleurs, mais surtout au Québec, aussi dans le Gaspésie, avec Petrolia, qui était partenaire dans des projets de Adimon. Et en 2000
Puis j'étais appliqué dans le monde parapétrolier aussi. Et en 2016, et j'aime pas dire ça, hein, parce que pour moi, c'était pas la motivation, mais c'est sûr, en 2014-2016, la SANB a connu quand même certains défis. J'étais trésorier à la SNA, donc comme bénévole, donc c'est sûr que je suivais l'évolution de ce dossier-là de très près, malgré que j'habitais à Terre-Neuve, parce que je crois beaucoup c'est de cette relation entre les organismes, surtout par parole, les quatre provinces, c'est important dans le cadre des légides de la SNA. Puis en 2016, plutôt par personne interposée, parce que c'était pas vraiment mon intention de venir au Nouveau-Brunswick pour travailler pour le SNB. Mais c'est sûr que par personne interposée, j'ai eu quelques appels pour avoir mon opinion sur les gens savaient que j'étais de retour dans le monde de la consultation et que j'avais peut-être du temps, peut-être des choses à changer dans ma vie professionnelle. Donc, on m'a dit, allez, tu sais, on sait que t'aimes les défis, donc on a peut-être un bon défi pour toi. So, de fil à aiguille, j'ai déposé ma candidature. On m'a nommé directeur général le 19 septembre 2016, auquel ma première responsabilité était justement de finir organiser l'AGA, qui aura eu lieu moins que 30 jours plus tard à Miramichi. Donc, littéralement, un baptême par le feu. Et je dois avouer que l'aventure a bien répondu à ma définition d'un défi professionnel. Ça, je pense que je peux être très clair que ça, les premiers 6 mois ont été particulièrement compliqués. Je pense que la SANB était chanceuse parce que moi j'étais là tout seul, pas ma femme, pas mes enfants. Donc quand que je peux dire qu'il y a des gens qui parfois dorment au bureau, je peux te dire avec un très grand degré de sincérité que j'ai littéralement dormi au bureau. J'étais là, quand j'étais pas en voyage, j'étais littéralement 7 jours par semaine au bureau. Parce que c'est ça que la SANB avait besoin. Elle avait besoin d'un sérieux coup d'administration, une remise en question des pratiques, puis la mise sur pied d'un bon soutien administratif en dehors du président Arsenault qui servait justement lors de mon arrivée. Lors de mon arrivée, on avait c'était Philippe Beaulieu qui était président par intérim, qui a pas duré, il a duré qu'un mois avec mon arrivée, puis l'AGA, et là, Kevin a été élu président à l'AGA. Cool, yes, c'est un gros... on en parle souvent. Je sais pas s'il y a une façon, peut-être tu peux nous résumer vite fait la crise, justement, que la SANB a suivie, parce que c'est quelque chose qu'on fait référence à souvent, mais comme tu as dit, là, on veut pas tout le temps trop en parler. On dirait que c'est comme l'âge sombre de la SANB, si on veut. Puis comment... parce que tu as nommé la SNA, c'est la Société nationale de l'Acadie, qui, si je me trompe pas, est essentiellement une SANB, mais au niveau de l'Atlantique, hein, c'est ça? Voilà. Vraiment un gros différent. Le SNA est avant tout, elle joue d'autres choses, d'autres rôles, mais elle est avant tout l'organisation qui est mandatée de représenter le peuple acadien international. Donc, c'est en fait moi j'appelle ça le corps diplomatique de l'Acadie. Et c'est peut-être pas vraiment
une aberration de l'appeler comme ça. Au contraire, je trouve que c'est vraiment la bonne manière à l'articuler. Depuis les premiers voyages des grands Acadiens à l'Élysée et dans le temps, longtemps passé, donc depuis cette ère-là de l'entrée de l'Acadie dans la scène internationale comme étant un réel acteur, comme un peuple, comme une nation, dépendant à quel angle tu le prends, la SNA a toujours joué ce rôle-là de représentation internationale. Voilà. Et les ententes que signent avec la Belgique, avec la France, avec le Québec et d'autres. C'est quand même une organisation importante pour les Acadiens, on va dire, en général. Oui. Comment est-ce qu'il était... tu as mentionné que tu as un peu vu la crise de la SANB à distance un peu. Puis que les gens t'ont rejoint un peu pour demander ton opinion. Donc, de ta perspective, qu'est-ce qui était le réel problème, si on veut, ou la source? Je suis sûr qu'il y en a plus qu'un, là, on va dire le problème principal qui a causé cette crise-là. Et puis, comme tu as dit, comment tu t'en as... qu'est-ce qui était ton objectif une fois que toi, tu as pris la position pour pas répéter cette erreur-là, si on veut? Je vais être très clair. Hein? Moi, je l'ai pas vécu. Je n'étais pas là. C'est peut-être une des raisons qui a provoqué la considération d'aller avec une candidature comme la mienne, parce que je n'étais pas forcément parti pris. Est-ce que je connais les acteurs? Oui. Peut pas faire 30 ans dans la francophonie canadienne sans connaître certaines personnes de cette ère-là. Moi, je suis pas... j'ai pas fait de procès sur cette affaire-là. De un, parce que je ne vois pas... c'est pas à moi de le faire. C'est pas mes affaires, vraiment. J'ai toujours dit qu'il y a certains débats SANB que je ne devrais jamais m'immerser dedans. C'est pas mon rôle. Mais c'est sûr que en anglais, on a l'expression you got one job, ok? Puis la job de la SANB, c'est d'être un représentant alerté, un représentant qui articule les besoins de la communauté acadienne auprès des gouvernements. Tantôt le gouvernement du Nouveau-Brunswick, tantôt le gouvernement du Canada, tantôt le gouvernement du Québec, des fois. Et ce job-là, elle est particulière. Et je pense que on peut comparer des comparables. On peut pas comparer des incomparables. Étant un ancien DG de Terre-Neuve, je peux vous dire que la présidence de la FFTNL, ce n'est pas un personnage politique à Terre-Neuve. Je peux vous dire avec un certain degré de sincérité que si tu auras à mettre des 25, 30 ou 50 membres du corps journalistique de Terre-Neuve et tu pourrais demander qui est le président de la FTNL, je serais très très surpris qu'il pouvait répondre dans l'affirmative du nom de la personne. Nouveau-Brunswick, c'est pas de même. Nouveau-Brunswick, je pense que si on mettra les journalistes dans une salle, les chances sont très bonnes qu'ils vont être capables d'articuler très clairement le nom de la présidence de la SANB. L'ironie, et ça que les francophones parfois ne comprennent pas, c'est que la SANB est mieux connue chez les anglophones
que chez les francophones. Et je ne sais pas si on doit extrapoler sociologiquement certaines généralités ou certaines espèces de sens commun de ça, mais c'est sûr que l'expression "know thy enemy" est quand même une très très facile forme d'expliquer ça. C'est-à-dire que moi je me rappelle très bien quand j'arrivais à la SNB, le téléphone sonnait le soir, des fois les week-ends, et les gens, moi je répondais pas au téléphone, j'étais pas supposé être là, moi, à 11h du soir ou le dimanche matin à 8h30. Et je laissais les gens laisser des messages. Puis j'étais souvent étonné du type de message laissé, puis de où ça venait, puis naturellement la nature de message. Ben, très bien, hein? Puis une soirée, j'ai réécouté les messages après, puis c'est comme I know where you live, all of you radical Frenchmen, Michel Doucette, that crowd. Michel Doucette est pas membre, est président de la SNB depuis longtemps. Mais le fait que la présidence de Michel Doucette et sa subséquente entrée en matière dans la question linguistique du Nouveau-Brunswick depuis toute sa vie, il a été reconnu, il demeure reconnu comme cette spectre-là des anglophones, comme étant un des interlocuteurs de la partie canadienne. Et voilà, donc ça là-dessus, ça illustre un peu la dimension dans laquelle la SNB œuvre. Donc, on doit faire ce travail-là bien. On doit le faire dans l'esprit que on ait cette dimension-là de porte-parole. Mais porte-parole de quoi? On est porte-parole naturellement des rêves et de l'aspiration de la nation canadienne du Nouveau-Brunswick, oui. Mais également, on se doit d'avoir une bonne idée, d'avoir bien saisi les enjeux politiques de l'ère en matière des droits linguistiques. Donc, par exemple, la loi fédérale langues officielles, la loi provinciale sur les langues officielles, et des batailles qu'on doit prendre, nous, que d'autres devront normalement pas s'en occuper, comme on nomme un lieutenant-gouverneur unilingue anglophone. On se doit de poser des questions par rapport à ce geste-là. Et on se doit de tenter de corriger l'irrégularité que ça représente. Et moi, je veux dire honnêtement, quand Mme Murphy elle parle l'anglais et le chinois, je m'en balance. C'est du tout l'affaire que je veux comprendre. Moi, je suis pas un avocat, mais moi, je suis connu pour être capable de forger des belles questions et demander aux tribunaux. Puis la grande question, c'est que pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada va nommer un lieutenant-gouverneur de cette province où ils ont un régime linguistique de bilinguisme et qu'on ne prend pas 2 minutes pour réaliser que cette personne-là devrait peut-être être bilingue? Pas à cause que c'est gentil, mais c'est à cause que nous avons un gouvernement on a une institution gouvernementale qui est bilingue. On a l'article 16 de la charte qui dit que le Nouveau-Brunswick a 2 communautés linguistiques égales. Donc, en vertu de tout ça, ça devrait pas être une anomalie de respecter ce minimum-là de cadre. Donc, revenons à la question. Donc, on fait un job bien de la politique, mais on doit respecter les champs des compétences des organismes dans notre environnement. Il va sans dire que la situation qui a provoqué une certaine détresse au niveau de l'institution que la SNB puis les structures dans lesquelles il opère
c'est sûr qu'il y a des conflits de personnalité. Parce que les institutions elles-mêmes ne peuvent pas représenter elles-mêmes. Les personnes morales sont juste des personnes morales. Il faut des êtres humains pour articuler ces besoins-là. Puis on dit souvent en gouvernance qu'un conseil d'administration, il parle par ses résolutions. Hein? Donc c'est la même chose. C'est le président de son organisme, elle est la personne qui peut prendre ces résolutions-là et les rendre opérationnelles en collaboration avec une équipe, en l'occurrence le général et l'équipe des employés. Mais en fait, c'est que c'est très clair, la gouvernance. En fait, c'est bien simple. Donc, la minute qu'on commence à s'ingérer au sein des organismes, la minute qu'on commence à se poser des questions pour des raisons qui m'échappent. Moi, j'étais pas... Mais moi, dans ma gouverne à moi, je suis très conscient du fait que c'est pas à moi de dire à l'association de municipalité comment faire le travail. Si, par exemple, l'association de municipalité a un dossier que eux, pour des raisons politiques, ne s'intéressent pas à intervenir et ils aimeraient que la SANB joue un rôle, on va le faire. La pleine municipalisation, ces questions-là, on a joué notre rôle politique en arrière des scènes, sans nécessairement de faire subtraction à d'autres. Et la SANB est là pour aider. Elle est là pour être une organisation qui, de un, articule, encore une fois, les rêves et les aspirations, qui appuie les organismes avec un degré de confort et un arrangement très clair, mais également de jouer le rôle de concertation communautaire. Les organismes doivent se parler. Et la SANB a la responsabilité de permettre l'échange, d'être un forum d'échange. Et d'être le lieu sacré où toutes ces forces vives-là peuvent venir et lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est souhaitable, de mandater au nom de l'ensemble des organismes-là des mandats très clairs auprès de la SANB de travailler, comme par exemple la modernisation, quand on a fait la relecture de la loi sans officielle 2 ans passés, c'est très très clair que les organismes comme SANB s'occupent de ça. Puis là, on a organisé une équipe acadie là-dessus, et là, on a tout le monde, tous les 30 organismes, X ou ish, ils ont tous été à Fullerton, puis ils ont tous contribué au même message, puis lobbyé pour la même chose. Donc, quand c'est des questions de supra, parce que les intérêts supérieurs de la nation, il faut que quelqu'un qui s'en occupe, ça, c'est le rôle de la SANB. C'est de s'occuper des intérêts, les intérêts supérieurs de la nation canadienne, et d'essayer de ne pas tomber dans des choses trop spécifiques, d'essayer de garder de la généralité, dans une optique qu'une mer montante devrait normalement monter tous les bateaux avec. Dans ce sens-là. Donc, moi, j'arrive là en 2016, on a restructuré l'organisation, on a enlevé la bicéphale, c'est-à-dire qu'on a enlevé le côté des organismes. Donc là, dorénavant, c'est un organisme citoyen avec des membres. Et à l'automne 2016, c'est la première élection avec un nouveau conseil d'administration créé sur la base citoyenne et non pas sur une base organisme et citoyen. Voilà. OK. Ouais, ça donne un bon résumé, puis je crois que tu as vraiment touché l'essence du débat qu'il y a eu la semaine passée déjà, où même si les 3 candidats avaient une vision, je dirais, assez distincte de la SANB, tous les 3 étaient d'accord d'une façon ou une autre pour se dire c'est le temps de se poser les bonnes questions. Comment la SANB, son niveau plus, comme tu as dit, supra, au niveau
pas se gérer nécessairement dans chaque organisation, mais comment on peut collaborer ensemble et comment on peut travailler pour le meilleur de l'Acadie future, si on veut. Puis, justement, parlant du débat, toi, tu as travaillé déjà avec les 3 personnes qui se présentent, je ne me trompe pas, donc Luc Desjardins, Nicolas Arsenault-Slider et puis Éric Daou. Qu'est-ce qui sont juste tes pensées depuis que tu as vu le débat en personne? Tu as même eu un peu des éloges. Je sais pas si c'est parce que tu étais dans la salle, puis là, ils sentaient comme c'est peut-être bien moi qui va travailler avec. Là. Mais. Ouais, ça me met à faire ouais, c'est ça. Les gens savent que je fais, mais je porte, mais voilà. Non, mais les 3 candidats avaient des bonnes choses à dire de toi. Je crois que il n'y a pas de. Il n'y a personne qui se dit ah non, si je suis président, je vais travailler avec Ali. Je pense que les 3 seraient contents de travailler avec toi. Qu'est-ce que t'es pensé après avoir vu le débat? Qu'est-ce qui étaient les points forts, si on veut, peut-être même les points faibles de la journée? Ben, il y a pas manifestement. Je voudrais pas cadrer les débats dans cette perspective-là. Même le nom débat est probablement donne une fausse impression. Avant tout, qu'est-ce qu'on voulait accomplir? C'était de donner l'occasion aux gens de connaître ce monde-là. On aurait pu arroser ça avec un paquet de questions bien pointues sur la 713 ou sur le gouvernement Higgs ou sur l'arrivée de nouveau gouvernement à Ottawa, le Nord, le Sud, les catholiques, les protestants. On aurait pu mettre toutes sortes de questions. Mais avant tout, la responsabilité ultime de ma job dans ce contexte-là, c'était de donner l'occasion aux gens de se présenter. Donner une chance aux membres de les connaître. Et donner l'occasion aux membres de réaliser qu'il y a vraiment 3 choix. Et c'est 3 choix relativement différents. Et Luc Desjardins, c'est un avocat qui pratique juste la pratique depuis des décennies, qui était appliqué dans plusieurs organismes, qui a créé beaucoup d'organismes au niveau des jurisprudences françaises, qui a travaillé beaucoup dans les municipalités, des maires de Petit Rocher pendant plusieurs années. Donc, c'est quelqu'un qui emmène un profil de revendication, mais également un profil de quelqu'un qui pourrait se prononcer sur les politiques publiques du jour, avec une approche, je pense, capable de vulgariser des enjeux importants pour la consommation générale. Donc ça, je pense que c'est une. On a la présidente, j'essaie de suivre l'ordre des gens sur le stade. On a Nicolas Arsenault-Slider, c'est une femme d'affaires, une femme qui a passé la plupart de sa vie à gérer les organismes, à faire de l'administration financière, entre autres. Passé 25 ans et plus à Saint-Jean. Donc, c'est une perspective d'une francophone qui vit réellement en situation minoritaire. Parce qu'il faut réaliser, puis moi, il y a des gens qui aiment pas quand je dis ça, mais je m'en fous, c'est mon perspective, c'est que il n'y a pas une communauté de Nouveau-Brunswick, il y en a plusieurs. Vous sortez de Kedgewick. Kedgewick, c'est pas Saint-Jean. Donc, il y a le nord du Nouveau-Brunswick. Donc, les francophones que j'appelle
homogène et majoritaire chez eux. On a la communauté du Kent Sud en allant par Moncton, le Grand Moncton, qui est une communauté qui connaît une situation linguistique différente, qui cohabite avec une communauté anglophone, mais qui a su se distinguer sur le plan sociologique, que c'est su créer ses institutions. Et je pense qu'il y a personne qui est honnête, ça se peut qu'il y ait des gens malhonnêtes, hein, mais je pense qu'il y a personne honnête puis qui pourrait pas dire que dans la région de Grand Moncton, dans la région du Kent Sud, c'est les Acadiens qui mènent la baraque. Les movers and shakers, en bon français, là, c'est les Acadiens. Donc, en fait, c'est une communauté qui se distingue par rapport à ces questions-là. Puis là, tu as la troisième communauté, que j'appelle, moi, la communauté des minoritaires dans le sens sociologique du terme, qui est différent. Miramichi, Saint-Jean, Fredericton, c'est des minorités francophones qui ont des institutions, des écoles, tout ça, mais qu'au niveau de nombre, sont restrictivement minoritaires. À Fredericton, il n'y a pas de quartier francophone. Les francophones sont partout. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il n'y a pas de quartier francophone. Il y a des francophones partout, mais c'est pas de quartier. Donc, c'est des communautés qui comprennent la lutte quotidienne du français. Puis, écoute, moi j'ai passé, en enlevant les derniers 7 ans de ma vie au Nouveau-Brunswick, j'ai passé comme 45 ans de ma vie, à chaque matin, quand je réveille, me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la journée qu'on va m'avoir? Parce que ça sera bien d'au moins compliqué d'arrêter de lutter pour le français. À cette heure, je suis trop têtu pour ça, là. Et ma réponse chaque matin était la même. Mais ça use. Ça use et il faut vivre avec ce monde-là tous les jours. Et ayant eu plusieurs prises de bec avec des promesses de Terre-Neuve sur ces questions-là au fil du temps, donc quelqu'un qui est issu d'une communauté de ce type-là, la francophonie est beaucoup plus une affaire du quotidien. Et on peut vivre en isolation, on peut haïr les anglophones, ou on peut trouver une façon d'avancer. En fait, utiliser les anglophones d'influence qui sont plus progressistes, en parenthèse, de ce bord-là, de l'utiliser à notre avantage. Donc, c'est une influence, une façon de travailler plus soft que quelqu'un comme par exemple Luc. Et là, le troisième, c'est Éric Dow, que j'ai eu la chance de travailler avec, qui lui, il vient d'une région en Nouvelle-Écosse, plusieurs années qu'il était à Moncton, donc je pense qu'on peut... Étant un Acadien de Terre-Neuve, moi, l'Acadie n'a pas de frontières, hein, donc on est capable de vivre comme un Acadien partout l'Atlantique, puis ça devrait... Moi, je suis pas pour la classification des Acadiens, là. On dit à Calaquette, t'es classe 1, puis à Cap-Saint-Jean-Terre-Neuve, t'es classe 11. Moi, je crois pas là-dedans. Puis un peu, je pense que c'est peut-être ça qui nous fait le plus de troubles, plus de mal, dans notre perspective d'unité, puis essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Mais ça, je n'irai pas là. Donc, les jeunes, idéalistes, qui, je pense, vit dans le moment, vit dans 2024, où il y a des changements de toutes sortes sur l'horizon. Comment se contenter avec la lutte des Autochtones, de reconnaissance, réconciliation, quoi faire avec la question environnementale. Donc, c'est un autre type de francophonie avec un différent angle, différentes lentilles.
Donc, encore une fois, c'est trois trois candidatures très différentes. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que ça devient un choix intéressant pour les membres. Et ça représente pas forcément un changement de cap les uns les autres, juste au niveau d'approche, je pense, c'est un peu différent selon la perspective de la personne que les gens vont choisir. Oui, c'est vraiment un bon résumé. Quand j'ai quand j'ai parlé avec Kevin Arsenault puis Joey Couturier, Joey avait une vision assez similaire à la tienne des trois candidats. Et Kevin disait comment c'était avoir trois candidats soi-même et si on veut, une preuve de que la SANB n'est pas un organisme nécessairement mourant, mais qui a encore de la vie, qui a encore du monde intéressé à porter ces dossiers-là, que c'est pas seulement comme une élection à acclamation, si on veut. Souvent, il y a beaucoup d'organismes que c'est un petit peu plus dur de recruter des membres. Puis qu'avoir c'est juste une personne de plus, souvent c'est un ou l'autre. Avoir une troisième personne, ça apporte une réflexion plus, je crois, que les personnes doivent se faire. Parce que souvent, si il y a deux personnes, peut-être qu'ils connaissent pas aucun des deux, ou si ils en connaissent une des deux, ils vont dire, c'est pas compliqué. Quelqu'un, une troisième personne, puis que les visions sont tellement distinctes, tellement différentes, mais en même temps similaires de la cause, tu peux vraiment dire, OK, peu importe les trois, peu importe qui ce qui rentre, on sait que la base va être là, on sait que la SANB, les valeurs qui font de la SANB qu'est-ce qu'elle est, sont déjà là. Et puis, comme tu as dit, quelle lentille, si on veut, qu'on va se mettre pour dire, OK, à partir d'aujourd'hui, ou au moins pour le prochain mandat, si on veut, dans comment est-ce qu'on veut que l'organisme lui-même gère sa mission ou les changements, si on veut. L'existence de la SANB est un peu paradoxale. C'est-à-dire que, et c'est là ce qu'on voit la différence de la part de l'objectivité des gens par rapport à elle. C'est-à-dire que on se réveille le matin pour la haïr, mais quand les choses vont mal, on est bien content qu'elle soit là. Et c'est ça l'élément paradoxal de l'existence, pas d'un organisme porte-parole, parce que d'autres organismes porte-parole de d'autres provinces n'ont pas ce jeu politique-là que nous avons joué. Je veux dire, encore une fois, la présidence de la SANB, c'est un personnage politique. Moi, mon rôle, quand j'arrivais à la SANB, une des choses que j'ai promis à toutes les présidences que j'ai travaillé avec depuis que j'arrivais, moi, ma job, c'est de rendre la présidence de la SANB de plus en plus légitime. Et de plus en plus un acteur à même titre qu'un député provincial ou un maire d'une municipalité. Et en fait, la dernière élection en 2020, avec 649 électeurs, c'était plus que pas mal de municipalités. Donc l'élection d'Alexandre Ducette, c'est pas une question qui ne soit pas légitime comme acteur politique. C'est très légitime. J'espère que cette fois-ci, on a encore plus de voix, plus de gens qui vont voter, parce qu'en fait, ça va juste le rendre le truc plus matériel, plus conséquent. Donc, je pense, à ce niveau-là, cette question-là est derrière nous. Le droit que la SANB exerce et sa légitimité, moi, je pense que je suis plus dans ce business-là d'essayer de la défendre. Je pense qu'on est plus là. Par contre, et c'est ça la question, c'est que des fois que les gens veulent tellement prouver qu'ils peuvent, ils n'arrêtent pas 2 secondes pour poser la question s'ils devraient.
Et il y a une différence. La pleine municipalisation, sans une rédivision, une réorganisation, un récalcul de la question fiscale, moi je pense qu'on va accélérer puis on va rentrer dans la mur. Pas demain, mais dans les années à venir. Donc cette question-là devient intrinsèque, mais on fait ça pour quelle raison? Est-ce que la pleine municipalisation, par exemple, pourrait contribuer à une restructuration de l'ensemble des services publics? Est-ce que, par exemple, les CSR pourraient devenir des moyens de livrer les programmes d'éducation? Est-ce que les CSR peuvent jouer un rôle dans la livraison de certains services sociaux? Est-ce que les CSR peuvent devenir des instruments au niveau de la santé comme l'organisation des CLSC, par exemple, au Québec? T'sais, on a fait ça dans le but de faire quoi? Ben, j'espère et je pense que dans l'égide, dans la tête de certains de ces éminents penseurs-là qui avaient beaucoup lobbyé pour l'avoir, c'est l'occupation du territoire. C'est la souveraineté acadienne par d'autres moyens. Et on n'a rien à enlever de personne. Hein? Je veux dire, le premier ministre de Nouveau-Brunswick, Blaine Hill, dit souvent que le système de l'éducation anglophone, c'est un ghetto. Il le dit souvent. Donc, ma question, j'ai posée à Blaine. J'ai dit, Blaine, ben, si les anglophones, c'est un ghetto, c'est quoi les francophones? Ben, lui, il dit, vous faites quelque chose de bien. Puis ma réponse, c'est toujours la même. Je dis, ben, je suis premier ministre, ben, c'est à cause des autres, là. C'est la survie. Nous n'avons pas d'autre option que d'essayer de créer le meilleur système scolaire possible. Si on le veut, tant mieux, mais je pense pas qu'on a grand choix. Donc, tous ces éléments-là deviennent des instruments sociopolitiques qui doivent déterminer la manière qu'on se fait interpeller et la manière qu'on interpelle les autres. Et notre rôle, c'est un rôle d'appui, c'est un rôle, mais également c'est un rôle de démystifier ces concepts-là. Comme par exemple, encore une fois, revenir à la question du lieutenant-gouverneur. En soi, la décision est plus grande que juste le fait qu'on a choisi un anglophone unilingue pour le gouverneur général, pour le lieutenant-gouverneur. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est que, par exemple, si on dit qu'à cause du régime linguistique particulier du Nouveau-Brunswick, qu'il faut que le fédéral consulte le gouvernement du Nouveau-Brunswick avant de nommer une personne, c'est le début. Qu'est-ce qui pourrait être la fin? Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, en matière d'immigration francophone, quand le fédéral intervient au Nouveau-Brunswick, il doit l'intervenir de manière différente? Est-ce que le fait que Nouveau-Brunswick, avec son régime linguistique différent, 16.1, tout ça, est-ce que ça donne une responsabilité additionnelle au fédéral de réfléchir à la façon qu'ils interviennent avec des ententes fédérales provinciales au Nouveau-Brunswick? J'en sais rien. Mais j'espère qu'une victoire, puis je pense qu'on va gagner légalement, je pense qu'on va gagner la bataille. Mais il faut rendu là, qu'est-ce que ça veut dire? Comme par exemple, 16.1, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à interpréter 16.1. C'est nouveau. Le truc avec le lieutenant-gouverneur, c'était une, mais la récente décision sur le Forum des maires de la Fédération acadienne, c'est une autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que sur un territoire donné, en l'occurrence Fédération acadienne, que pour assurer les services au public et de rendre les services publics des gouvernements comme étant des institutions, comme par exemple les tribunaux, les hôpitaux, les écoles. Donc,
on n'intervient pas dans la communauté uniquement pour livrer des programmes livraison de services gouvernement. On joue un rôle comme étant un instrument pour contrer l'assimilation. Donc, par exemple, si dans les tribunaux, si à la cour de Tracadie, tous les employés à la cour parlent français, la cour de Tracadie n'est pas uniquement une institution de justice. Elle devient une institution qui permet aux sténographes, aux avocats, à tous les services para la justice de vivre en français. Et là, on parle de différentes affaires. Là, on dit que le physique, le bricks and mortar de l'édifice, c'est bien plus que ça. Il joue un rôle dans l'édification des forces vives et la préservation des forces vives, donc à contribuer à la vitalité de la communauté, donc elle est importante d'un point de vue institutionnel pour la minorité. C'est très différent, ça. On est en train de changer radicalement la manière qu'on voit les choses. Et c'est ça. C'est ce type de questions-là que les organismes comme la SNB devraient poser. Parce que nous, on n'est pas dans la même plate-bande, on joue pas dans la même plate-bande que les artistes ou les jeunes. Nous, ça doit être stratégique, ça doit être neutre, ça doit être des dossiers que si on réussit à les gagner, ont un impact indirect et direct sur l'ensemble de la communauté francophone. Voilà. Non, t'apportes un très bon point. Je crois que c'est le genre de questions souvent que on va pas. Je crois que de plus en plus, on se pose pas, on va pas assez creux. Je crois qu'il y a je vois de quoi là, je le vois tout le temps dernièrement là, ils appellent ça les 5 why, les 5 pourquoi. OK, la SNB se bat pour les lois linguistiques francophones. OK, pourquoi? Ben parce que la population est acadienne, il y en a une bonne partie, ben OK, ils ont besoin des services en français. OK, ben pourquoi? Là, t'as posé la vitalité dans les communautés, tu sais. On va pas assez creux, on dirait qu'on va... on trouve des enjeux, on a des enjeux qui sont très valides et qu'il faut se battre pour sans avoir... un but en jeu. Comme tu as dit, si on va avec l'affaire du lieutenant gouverneur, si on gagne cette bataille-là, c'est un début. C'est pas le but. Le but, OK, oui, c'est sûr que le but, c'est de gagner, mais une fois qu'on l'a gagné, il y a un but, il y a une vision plus loin qu'il faut se poser des questions, qu'il faut aller. Puis, je crois qu'en général, même au niveau, à tous les niveaux politiques, je crois que des fois, on n'a pas, ou peut-être parce que c'est pas tant bon pour gagner des élections, je sais pas, c'est plus facile à dire, et on va vous donner ça tout de suite, c'est ça qu'on fait, boum, 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 les choses qui sont plus faciles à faire, parce qu'on s'entend que c'est pas des changements qui vont se faire en nécessairement 1 an, 2 ans, même 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, tu sais, ça fait que ça prend, exactement, ça prend du temps, il faut que ça se fasse. Puis comme tu as dit, ça fait partie de la mission de la SNB. Je crois que pour la plupart, en tout cas jusqu'à présent, de tout le monde que j'ai parlé à, tout le monde est d'accord pour dire que peu importe qui entre à la présidence de la SNB, l'organisme continue sur une bonne voie. Mais il y a aussi, puis en passant, si vous écoutez ceci avant le 15 mai, enregistrez-vous. SNB.ca/inscription pour devenir membre, pour pouvoir voter. Voilà. Mais aussi pour pouvoir... Il y a aussi l'élection du conseil d'administration qui va se faire à l'Assemblée générale le 15 juin, si je ne me trompe pas, à Miramichi. Oui. 8 postes. 8 postes, toutes les postes. Ouais. Qui ne devraient pas, en tout cas, ça c'est notre débat. Là. Parce que là, ça veut dire que la prochaine élection va encore être 8 postes, c'est ça? Ben, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je pense qu'on se doit de réfléchir à ça
par exemple, dans le rapport de Bernard Richard, Bernard disait que la présidence et la vice-présidence devront être élues à suffrage universel des membres. Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à avoir un système où la moitié sur une année paire, comme 2024 par exemple, année paire, on élit la présidence et peut-être 4 administrateurs, et sur une année impaire, on élira la vice-présidence et 4 administrateurs, ou peu importe. Mais je pense qu'on se doit de réfléchir à cette point de gouvernance-là, parce que je pense que ça pourrait, jusqu'à date, on est chanceux, parce qu'il y a plusieurs administrateurs qui restent, donc il y a une certaine continuité, mais on pourrait être dans une situation où on aura, par exemple, 9 nouvelles personnes qui arrivent tout à coup. Et oui, on peut toujours faire l'argument qu'ils ne sont pas du tout attachés aux décisions de leurs prédécesseurs. C'est vrai. Ils peuvent faire comme le contraire. Mais, et de mon expérience, quand les gens prennent des directions complètement nouvelles, sans nécessairement être ancrées, ou au moins maîtriser le fondement d'une décision exécutable, des fois, ça crée du trouble. Et les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Il y a un fondement philosophique de base en prise de décision. Une décision est prise à la minute qu'elle est prise, elle est la meilleure. Avec l'ensemble d'informations disponibles, elle est la meilleure décision. Elle n'est pas forcément la meilleure 5 minutes avant ou 5 minutes après. Mais la minute qu'elle est prise, elle est la meilleure. Et il faut quand même respecter ces choses-là. Mais on se doit, comme société, puis là, on est en train de travailler sur les états généraux de l'Académie du Nouveau-Brunswick, là, dans le moment. Et on a des défis qui ne sont pas sur le radar de personne, mais plutôt qui sont bouffés ou camouflés dans d'autres trucs. Un exemple, le service public. OK? Tout le monde dit, on peut jamais se faire servir en français. Moi, le pragmatique en moi dit la chose suivante. Où sont les académies bilingues? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il ne veut pas travailler dans un Tim Hortons? Est-ce que c'est à cause qu'ils ont des jobs plus payants? Est-ce que les seuls qui restent pour slinger du café, c'est des unilingues anglophones? Je suis pas sociologue. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'étudie pas cet enjeu-là de cet angle-là. Parce qu'on sera peut-être surpris de réaliser qu'on a gagné. Les Acadiens bilingues, ou les francophones bilingues, ont des bons jobs. Ils sont généralement assez influents ou affluents. On se doit de sérieusement réfléchir là-dessus. Parce que on est en train de questionner les entreprises privées qui sont juste contents d'avoir un être humain pour bosser. Être humain avec 25 différents critères, donc le critère des bilinguisme, c'est possiblement irréaliste en 2024. Mais, est-ce que ce sera encore plus réaliste en 2054? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on va créer de notre propre gré une tension sociolinguistique. Donc, la réponse, c'est quoi? Il y a beaucoup de francophones qui me disent souvent, Ali, pourquoi tu es tellement obsédé par l'immersion française? Je ne suis pas obsédé par l'immersion française. Je veux que les anglophones apprennent le français.
puis je veux qu'ils apprennent le français pour les bonnes raisons, et je veux qu'on les attend juste qu'ils soient capables de servir du café à Tim Hortons en français, mais le 15 août, ils sont pas bienvenus. Sociologiquement, on se doit de poser des questions très sérieuses. Est-ce que, par exemple, la réconciliation avec les Mi'kmaq, qu'à un moment donné, selon certains historiens, certains Mi'kmaq parlaient français? Est-ce qu'on veut créer cette situation où, par exemple, une partie de la réconciliation, s'ils veulent, hein, je suis pas encore de vendre une salade à la personne qui veut pas l'acheter, mais si les communautés autochtones veulent réapprendre une langue qui était leur deuxième, mais qui était leur première deuxième, à un moment donné dans l'histoire, est-ce que le fait qu'on a arraché cet apprentissage de deuxième langue qui était en fait une de leurs façons de communiquer au-delà des frontières de leur existence territoriale? J'ai pas la réponse. Je suis pas assez intelligent pour l'avoir. Mais c'est des questions qu'on se doit de poser et on se doit de trouver des solutions parce que les francophones ne peuvent pas être indifférents à l'apprentissage du français, surtout que c'est qui enseigne le français aux Anglais? Souvent, c'est des francophones. Que par exemple, l'association des enseignants, les enseignants d'immersion ne font pas partie de l'association francophone. Ils font partie de l'association anglophone. Donc, t'es assez bon comme francophone d'être capable d'envoyer tes enfants à l'école française, mais vu que tu travailles chez les anglophones à l'immersion, t'es pas assez bon d'être membre de l'association francophone. Je ne juge personne. Ces décisions ont été prises en 5 minutes, pas avant ou après, mais la minute qui ont été prises, c'était la meilleure décision. Mais ces questions-là, on se doit de réfléchir. Parce que les années vont venir devant nous. Et j'espère que l'opinion publique ne voudrait pas dire à Alicia Chassot « You had a chance d'avoir eu de l'influence sur la conjoncture d'aujourd'hui and you blew it. » Moi, je veux essayer de créer un environnement dans lequel on se pose des questions très sérieuses et qu'on essaie de trouver des solutions qui répondent réellement aux vrais besoins. Et c'est impossible que dans le contexte actuel de 2024, avec l'immersion, avec l'immigration, notre dossier auquel nous, au Nouveau-Brunswick, on est peut-être différents des autres provinces, parce que nous, par le fait qu'on est un tiers de la province et qu'on était, là, je pense que chaque recensement, ça joue un peu, mais les cibles de 33% ou 30% d'immigration francophone, c'est des cibles assimilateurs. Il faut des cibles de 50% pour être capable de réparer les torts du passé, mais également, il faut des réels besoins, des réels outils aux communautés francophones que ça fait depuis 50 ans qui ne pratiquent pas l'immigration. L'immigration, c'est pas Moncton, Saint-Jean-Fullerton. Parce que les universités, puis il y avait toutes sortes de raisons pourquoi les immigrants étaient naturellement attirés par ces bastions-là, surtout pour des raisons économiques. Mais là, on réalise que ce besoin-là, il est partout. Et l'intégration de ces immigrants-là, avant tout, c'est des êtres humains. Et on a une responsabilité morale, collectivement, on a une responsabilité morale de faire sûr que pas juste qu'on amène ce monde-là pour nous donner un coup de main, mais également que les autres nous donnent, que nous leur donnons un coup de main, et qu'on développe, on fait un petit bonhomme de chemin ensemble, dans un but de survivre dans le test du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut réellement créer l'environnement où on peut favoriser le vivre ensemble et le respect de l'ensemble de nos propres intimités qui sont parfois propagées ou non,
mais ça va nécessiter du leadership sérieux. Sérieux. Ouais, c'est une chose que je trouve intéressante vraiment, je sais pas, j'assume qu'il y a probablement d'autres organisations similaires, mais de la structure du CA de la SANB, parce que si je me trompe pas, donc il y a 6 membres qui représentent les différentes 6 régions de la province. Donc là, comme qu'on a mentionné au début du podcast, on a une façon de représenter les différentes réalités des différentes régions. Comme tu as dit, l'immigration dans le nord n'est pas nécessairement la plus courante comparée dans le sud de la province avec les gros centres de population. Mais ça change. Mais aussi, on a 2 autres membres qui sont des représentants justement immigrants qui, eux, ont la possibilité d'apporter cette, si on veut, tierce perspective de l'extérieur de la province et tout le cas pour justement aider sur les enjeux comme qu'on vient de discuter, l'immersion qu'on voit aussi qu'il y a des décisions au niveau du gouvernement provincial qui joue un peu avec l'immersion. On coupe ce site, on rajoute ce site ou peu importe. Donc, comme tu as dit, un gros dossier qui s'en vient. Et aussi l'immigration, qui a été un point soulevé par les 3 candidats qui, comme tu as dit, la cible de 30%, vraiment, ça visait l'égalité. Mais 30% on se rattrape pas à 30%, on continue de réduire, donc 50%. Est-ce que c'est même réaliste? On ne sait pas. Peut-être qu'il faudrait même plus pour se rattraper plus vite, mais c'est des enjeux que, comme tu as dit, un pas à la fois. Est-ce qu'on peut commencer par se rendre à 50? Après ça, peut-être qu'on aura à un moment donné un programme d'immigration francophone au Nouveau-Brunswick qui va être de classe mondiale, puis tous les francophones qui veulent immigrer vont pouvoir venir ici, puis on pourra avoir des quotas jugés sur des métriques différentes. Où ce que là, ça sera même plus une question de pourcentage, ça sera une question de le genre peut-être d'immigration qu'on veut, de spécialiser sur des rôles. On a beaucoup de problèmes avec les docteurs, les infirmières, des choses comme ça, des enseignants. Donc je crois que c'est vraiment une partie de la vision, si on veut. Et puis le CA et je crois que c'est Luc qui avait dit que un président est juste autant bon que son conseil d'administration. Puis, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans les conseils d'administration, mais je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais chanceux. Presque tout le monde autour de la table, c'est un conseil d'administration à l'université, tout le monde autour de la table avec de l'expérience, savait où on s'en allait. Je peux pas imaginer qu'est-ce que ça aurait eu de l'air. Tout un conseil nouveau qui sait pas vraiment rien. Là, bien entendu, avec la présidence, la vice-présidence, on a quand même une petite continuité. Avec toi en tant que directeur général, puis le reste de l'équipe qui a quand même une fondation solide. Donc, vraiment, c'est ça. Si, peu importe qui nous écoute, ou même ceux qui nous écoutent pas, j'assume, le conseil d'administration est vraiment une bonne opportunité pour, même si c'est faire un premier pas dans l'implication, je veux même pas dire comme pour la défense du français en Acadie, vraiment juste l'Acadie, le Nouveau-Brunswick. Comme tu as dit, il y a beaucoup tu parlais des enseignants en immersion qui font pas partie de l'association francophone. Il y a tellement d'enjeux de plus en plus où c'est des enjeux de société générale, c'est plus le nord, le sud, le français, anglais, c'est vraiment juste le Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Puis une organisation comme la SANB puis le conseil d'administration, je crois que c'est vraiment une bonne place si on veut soit à commencer, ou pas nécessairement juste commencer, mais à suivre au moins les enjeux, les décisions qui sont faites pour se poser les bonnes questions, comme tu as dit, puis savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est que le conseil d'administration,
c'est l'encadrement. C'est ça qui encadre il encadre le fonctionnement du président, qui fait en sorte qui décide c'est quoi les priorités, le vote de budget, toutes ces questions-là qui sont standards. Mais avant tout, c'est le Sénat qui doit déterminer ses limites. C'est-à-dire que on a un financement qui est fixe. On a un montant d'employés qui est fixe. Et moi, je travaille 80 heures par semaine, des fois plus. Donc, on doit fournir le plus qu'on peut à l'intérieur de ce cadre-là. Mais également, le CA qui habite tous les différents recoins et les différents points de repère de la province, pour les 6 régions, et les 2 provinciaux qui ont la responsabilité d'avoir peut-être une différente vision des choses. C'est ça qui détermine, regarde, il y a une crise, justement, reprenons le même exemple. Il y a une crise des tribunaux à la acadienne. Ben, normalement, le représentant de la péninsule devrait être capable de nous dire, regarde, moi je parle du monde sur la rue, là, puis s'en fout. OK? C'est un non-dossier. Ou, il dit, regarde, moi chaque matin, je suis Tim Hortons, je ramasse mon café avant de travailler, là, puis les gens sont en colère. Donc oui, dans ce contexte-là, c'est d'une importance cruciale que la SNB intervient dans ce dossier-là. Et là, naturellement, ben, le président ouvre les discussions avec les maires, il parle de ce mot-là. Donc, c'est ça que ça sert, d'avoir des gens de partout la province, et capable d'aller de sonder un peu le terrain pour nous aviser sur qu'est-ce que les gens parlent dans le quotidien. Et c'est un peu ça, à mon avis, le rôle le plus important de la part de l'administrateur, c'est de nous donner l'heure juste et de nous permettre de nous guider à travers de ces dossiers-là qui ont une importance différente selon la perspective. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai proposé au CA de donner un don à la banque alimentaire durant le COVID. Puis, c'était pas unanime. Mais j'ai dit, regarde, là, on a des Acadiens qui s'en vont aux banques alimentaires, hein? On a des moyens pour les aider. Le COVID, on l'a passé tous les jours. On a le moyen, je pense qu'on devrait le faire. Puis on va faire un challenge, puis nous matcher, on a fait toute une affaire avec ça, là. Mais c'était notre réaction dans le moment. Moi, je regrette rien. Il fallait que la SNB joue un rôle de leadership dans cette philanthropie communautaire-là. OK, en Acadie, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas encore développé une philanthropie communautaire. Parce qu'on parle de première, deuxième génération d'éduqués, première, deuxième génération de professionnels. Donc, il n'y a pas nécessairement une masse critique de capacité économique encore. On travaille là-dessus. Chaque génération est mieux en mieux. Mais on n'a pas encore su développer une grande philanthropie. Et c'est ça qu'on voudrait. Une Acadie, une nation qui est prospère sur toutes les facettes. Elle est riche elle est riche en littérature, elle est riche en langue, elle est riche en tout ça, mais également qu'elle soit riche. Qu'elle soit capable de tenir tête haute, puis capable de payer son louer de temps en temps. SNB, nous, le meilleur cadeau qu'on pourrait donner aux membres de SNB, c'est que la subvention du patrimoine canadien, on n'aura pas besoin. Parce que le minute qu'on aura été capable de faire notre indépendance financière, c'est le montant qu'on pourrait dire n'importe quoi, à n'importe qui, on est dans le contexte. On sera libre de nos chaînes, de nos limites, de respecter certains cadres. L'indépendance financière, c'est tout important. Ali Chiasson, merci d'avoir participé en Bourgeois-le-Vert. Est-ce qu'on a un dernier mot de la fin pour nos auditeurs? Ben, regardez, l'SNB, c'est surtout pas Ali Chiasson. Hein. Je suis le dernier à vouloir la propriétaire.
mais les propriétaires sont les membres. Et c'est votre organisme. Et ben, pour les membres existants, vous devrez nécessairement toujours en avoir d'autres. Mais c'est important de participer surtout à l'élection présidentielle, du 25 au 5 de juin. On peut participer naturellement en vote en ligne. Il y a également à disposition pour faire des votes sur papier pour les gens qui ont des difficultés ou qui ont choisi qui aimeraient mieux exercer par papier que par électronique. Mais c'est votre chance de participer à la démocratie de votre organisation, mais encore plus, c'est également une opportunité de démontrer à la communauté néo-brunswickoise, tous azimuts, que l'SANB est un réel acteur, elle est légitime, puis c'est pas une consultation élue par 100 personnes dans une salle de conférence par année, mais non. Il y a des centaines de personnes qui vont voter pour cette présidence-là, et cette présidence-là est un personnage légitime, à même titre que n'importe quel personnage politique de la province élu, et que quand ces gens-là parlent, ils prennent position, en derrière d'eux, il y a un nombre de personnes qui croient à ces prises de position-là, puis en plus, qui poussent pour ces gens-là d'avoir ces prises de position-là et défendre les intérêts de ce monde-là. Donc, oui, le monde de l'affaire, c'est que venez participer et exercer votre responsabilité ultime de votre vote à une organisation qui vous appartient. Parfait. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, puis on se reparle. Merci beaucoup de l'avoir pensé à moi, de l'opportunité, puis bon succès, vraiment bon succès au Bourgeois. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au EnBJV. On se voit au prochain épisode.